Bonsoir à tous. À la une de ce journal, à une semaine d'une session parlementaire du mois de juin, un projet portant révision de la Constitution et l'éventualité des élections anticipées sont-elles envisagées au Cameroun? Le professeur Maurice Kamto soupçonne le régime Biya de manœuvrer dans l'ombre. Il marque son désaccord, exigeant en priorité la résolution de la crise anglophone, d'autres crises majeures et l'amélioration du système électoral pour le rendre plus crédible et transparent. Comment réagit le parti au pouvoir? Élément de réponse à suivre dans le chapitre politique du 20h. La hausse des prix du transport générée à la suite du mauvais état du réseau routier à Minkan, localité située dans le premier arrondissement d'Ebolova. Vous verrez ce soir dans un grand reportage comment le difficile accès aux services sociaux de base aggrave la souffrance des Camerounais résidant dans le sud profond, des Camerounais qui lancent un appel au secours auprès des pouvoirs publics. Leur quotidien, leur calvaire, leur réalité, c'est à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Une question qui taraude l'esprit des journalistes et des organisations internationales. Leur confrère, le journaliste Samuel Ouazizi, est-il encore vivant? Arrêté sur le théâtre de la crise anglophone et transféré dans un lieu tenu au secret il y a près de 10 mois, personne n'a vu ce présentateur TV d'une télévision régionale située dans la région du sud-ouest. Ses avocats multiplient les batailles judiciaires pour faire la lumière sur sa disparition et comprendre les raisons de cette interminable détention au secret. Depuis lors, rien n'a filtré sur le sort réservé à ce journaliste. On fait le point sur sa situation judiciaire avec Jean-Paul Chouniat. Détenu dans un lieu inconnu depuis 11 mois, le journaliste Samuel Ouazizi n'a toujours pas été présenté devant une juridiction compétente pour répondre des faits de soupçon de terrorisme qui pèsent contre lui. Sans ces nouvelles depuis son arrestation, la famille et les avocats de Ouazizi redoutent le pire. C'est soit Ouazizi est mort, ou alors il a été torturé au point de ne pas être présentable devant un tribunal. Président du collectif des avocats de la défense, Maître Emmanuel Nkeya déplore la violation de la loi dans la procédure d'interpellation et de garde à vue en vigueur au Cameroun. Comment comprendre qu'une juridiction ordonne une action et le ministère public s'oppose? Pourtant, c'est l'une de ses prérogatives de faire exécuter les décisions de justice. Dans la tentative de localiser le lieu de détention de Samuel Ouazizi, son avocat, Maître Doué Yonga Ewoulé, saisissait le commissariat de police de Mounia qui avait interpellé le journaliste. D'après les informations reçues, le journaliste était enlevé par des éléments du 31e bataillon d'infanterie motorisée pour une direction inconnue. Nous avons demandé à un militaire à rencontrer le commandant du 31e BIM. Et en nous y conduisant, sur 20 mètres, un autre militaire a surgi et nous a fait savoir que les avocats et les journalistes sont interdits d'accès à l'enceinte du BIM. Entre vices de forme, dénoncer des formalités judiciaires et la violation flagrante du code de procédure pénale, Emmanuel Nkeya, un des avocats de Samuel Ouazizi, a introduit un deuxième habeas corpus au tribunal de grande instance du Fakou dans l'espoir de voir enfin leur client présenté à un juge. Samuel Ouazizi a été arrêté le 2 août 2019. Des soupçons de complicité avec des sécessionnistes pèsent sur lui pour avoir diffusé des messages propagandistes dans une émission qu'il animait en langue pidgin sur la chaîne locale Chilen Music TV, émettant dans la région du sud-ouest. Le journaliste Samuel Ouazizi a toujours clamé son innocence, affirmant n'avoir eu aucun échange avec des séparatistes. Après la détention au secret de ce journaliste et l'absence totale de nouvelles le concernant, Equinox Télévision révèle en exclusivité que le journaliste Samuel Ouazizi est mort.
Selon des sources proches de la haute hiérarchie militaire, à la suite de son arrestation à Buea, il a subi des sévices à tel point que son état de santé s'est dégradé. Transféré à Yaoundé pour une prise en charge médicale, il a succombé à ses multiples sévices, font savoir ses sources proches de la hiérarchie militaire. Le journaliste Samuel Ouazizi, porté disparu depuis près de 10 mois. Malgré les multiples actions entreprises en justice par ses avocats, il n'a pas été présenté devant les différentes juridictions. Et ce soir, Equinox révèle qu'il est mort selon des sources proches de la hiérarchie militaire. Dans l'actualité ce soir, le professeur Maurice Kamto, président du MRC, soupçonne le régime Biya de manœuvrer dans l'ombre pour une éventuelle modification de la Constitution et l'organisation des élections anticipées. Le président du MRC s'y oppose fermement dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Il estime que la priorité, c'est la résolution de la crise anglophone, la révision du système électoral et du code électoral et l'organisation des élections transparentes et crédibles permettant aux Camerounais de décider en toute souveraineté de leurs prochains dirigeants. L'économie de ce discours, c'est avec Nadine Gwanfo et Donald Brice Kamgan. Les choses se précisent dans la perspective de ce qu'il appelle la succession de gré à gré à la tête du Cameroun, déclare Maurice Kamto. Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun pense que la programmation d'une nouvelle élection sans mettre fin aux tensions dans le nord-ouest et le sud-ouest et sans réforme du système électoral serait une provocation. L'annonce de l'organisation d'une élection au Cameroun sans la résolution préalable de ces deux crises qui minent notre pays sonnera comme une déclaration de guerre. Et tous ceux qui engageront le pays dans une telle aventure répondront devant notre peuple et devant l'histoire. En rappelant que le MRC a formulé des propositions pour une sortie de crise dans les régions anglophones et adressé une ébauche de code électoral consensuel, Maurice Kamto dit savoir que Yaoundé prépare une usurpation du pouvoir au moment où les Camerounais aspirent à une meilleure gouvernance et à de meilleures conditions de vie après de longues années de règne de l'ordre actuel. Nous sommes rendus à un tournant de notre histoire. Il s'agit de ces moments où chaque peuple doit trouver au fond de lui-même le ressort et le sursaut indispensables pour choisir le cours de son destin. Par notre vigilance collective et notre sens du devoir patriotique, nous devons épargner à notre pays un nouveau désastre de presque un demi-siècle qu'on lui prépare à travers l'usurpation du pouvoir. Après avoir rappelé la répression qu'ont subi les militants du MRC dans la contestation des résultats de la présidentielle de 2018, le leader de la formation politique se satisfait de la forte abstention lors des récentes élections locales, abstention qui à ses yeux traduit le rejet des deux scrutins par les Camerounais dans leur majorité. Maurice Kamto se dit prêt au plus haut sacrifice pour le refus d'une nouvelle élection dans les conditions actuelles. Nous sommes prêts. La torture, les emprisonnements arbitraires et les humiliations, nous les connaissons déjà. 15 d'entre nous, dont le premier vice-président du MRC, Mamadou Yakuba Mota, sont encore en prison. Et si la mort doit venir pour cette cause, qu'elle vienne. La sortie du président du MRC intervient à quelques jours de l'ouverture d'une session ordinaire au Parlement, session qui pourrait dessiner formellement les intentions du pouvoir, projette des analystes. Sortie de Maurice Kamto suscite des réactions au sein de la classe politique. Dans les rangs du RDPC, on dénonce une surenchère de la part du président du MRC qui n'a pas d'élu pour influencer le rapport de force sur l'échiquier politique, rappelant dans les rangs du RDPC que les institutions camerounaises sont les seules où ce débat sur une éventuelle modification de la Constitution peuvent émerger. Pourtant, dans les rangs du MRC, on se félicite de la sortie du professeur Maurice Kamto, estimant que l'élaboration consensuelle d'un code électoral est le seul gage de la crédibilité et de la fiabilité des prochaines élections organisées au Cameroun. Réaction croisée dans ce reportage que signent François Dikoumé et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Au sein du MRC, il est clair que la sortie de Maurice Kamto lundi rappelle l'impératif de résoudre prioritairement la crise dans les régions anglophones et de garantir un code électoral crédible. Le professeur Maurice Kamto a rappelé qu'il est important qu'avant toute nouvelle élection populaire, il faut que cette élection se fasse dans un contexte de quiétude généralisée. Et pour cela, il faut, premièrement, que
la crise au nord-ouest et au sud-ouest puisse trouver une solution durable, d'une part, et que d'autre part, que les règles du jeu électoral qui conditionnent la quiétude pour éviter les crises post-électorales puissent être mises sur la table, qu'il y ait une réforme consensuelle pour garantir la transparence, la crédibilité et la fiabilité des résultats. Les militants du RDPC restent quant à eux fixés sur l'Assemblée nationale comme cadre prévu pour une réforme constitutionnelle. S'il faut modifier une loi, il y a le principe de paradigme de forme et il y a un cadre institutionnel pour le faire, c'est bien l'Assemblée nationale. S'il est majoritaire là-bas, il peut bien faire passer la réforme, étant donné qu'il n'était pas aux élections, il me semble qu'il n'est pas qualifié pour parler de la modification du code électoral. En ce qui concerne le processus de paix dans la zone anglophone, et le NOZO, le gouvernement de la République n'a ménagé aucun effort. Je fais confiance à notre armée, je fais confiance au gouvernement de la République. Avoir la majorité à l'Assemblée nationale ne donne pas au RDPC le droit de refuser à un autre parti politique d'orienter le peuple vers sa souveraineté, affirme Roland Déou. Ce n'est pas le RDPC qui détient la souveraineté au Cameroun. D'ailleurs, aucun parti politique ne détient la souveraineté dans aucun pays. Nous, en tant que parti politique, nous exerçons notre fonction qui est de former les masses et d'attirer l'attention de ces masses-là pour que précisément ces masses, ces populations, ces citoyens prennent conscience de leurs droits. Ce n'est pas parce qu'on vous dénie un droit que vous ne l'avez pas. Il faut hiérarchiser les actions ou les priorités. Vous ne pouvez pas concourir à l'exercice du suffrage universel si les conditions de l'exercice du suffrage universel ne sont pas réunies. Le consensus pour crédibiliser le code électoral et rester en veille contre une succession du pouvoir de gré à gré, cette démarche du MRC est jugée peu sérieuse par des militants du RDPC. Déjà, le mot consensus est inapproprié en démocratie. Le Cameroun est une démocratie parfaite. Le Cameroun a une loi fondamentale, la Constitution, qui prévoit le mécanisme d'évolution du pouvoir. Dans sa vision d'un consensus pour la réforme du code électoral, le mouvement pour la renaissance du Cameroun évoque des cadres de concertation qui existe bel et bien. Dans une adresse récente du professeur Kamto, il s'agissait de proposer la mise en place d'un comité présidé notamment par une personnalité d'envergure, par exemple un ancien chef d'État africain sous l'égide de l'Union africaine ou même des Nations Unies, qui va créer les conditions d'une discussion saine, sincère, inclusive et franche, par exemple sur la question de la crise anglophone et ses corollaires que sont par exemple la réforme de la Constitution et de la forme de l'État, avec un sous-comité qui peut être chargé de la réforme consensuelle du code électoral, de telle sorte que, au final, les deux instances peuvent produire deux documents cadres qui, ayant reçu le consensus politique, peuvent maintenant ces deux documents être soumis à la sanction populaire à travers un référendum. Le consensus pour la fiabilisation et la crédibilisation du code électoral, le mouvement pour la renaissance du Cameroun n'entend pas lâcher prise. Lors de la reprise des cours dans le département du Mbamekime, plusieurs établissements scolaires ont exprimé leur mal-être. En l'absence de matériel nécessaire pour lutter contre la pandémie du Covid-19, ils craignent le pire durant ce troisième trimestre de l'année scolaire 2019-2020. D'autres précisions avec nos reporters Charles Milingui et Ike Cyril. À l'heure de la reprise des cours dans le département du Mbamekime, les établissements scolaires ne disposent pas de thermoflash pour la température des élèves. Pour le moment, nous n'avons pas de thermoflash parce que l'école étant vraiment pauvre, on peut le dire ainsi, nous n'avons pas de thermoflash. Comme on nous disait que l'État va donner, on ne nous a rien donné. Et vraiment, on a seulement fait avec le cache-nez, on a seulement donné le conseil aux enfants, comment ils vont faire. Le port du cache-nez et la distanciation dans les salles de classe sont respectés. Mais la question de la disponibilité de l'eau pour le lavage des mains se pose avec acuité. J'ai seulement eu le seau avec le savon. Et le seau là même, c'est le seau qu'on utilisait l'année passée quand les enfants vont laver les mains. Nous avons quand même de l'eau, mais nous n'avons pas de forage. La pluie nous a fortement aidé. Il est question pour nous de javelliser l'eau là, de la rendre beaucoup plus potable pour permettre le lavage régulier des mains.
Face à la gravité de la situation, les parents sont inquiets pour la santé de leurs enfants. Voilà, aujourd'hui, les élèves vont rentrer. Est-ce que chaque élève aura son cache-nez qu'en entrant à la salle de classe, qu'on lui remet son cache-nez, son le désinfectant? C'est la question que nous nous posons aussi. Ou alors ça va revenir, la cause va revenir sur les parents. Appelé à la rescousse, la mairie de Ntui a dû faire des pieds et des mains pour trouver le moyen de désinfecter les salles de classe, certaines taxes et impôts ayant été supprimés. Nous connaissons également la suspension des taxes et des impôts pour les communes qui mettent carrément les communes à genoux. Parce que nous tous nous connaissons que les communes survivent grâce à ces impôts et taxes que nous collectons auprès de l'ensemble de nos citoyens. Malgré ces insuffisances, les premières leçons dès la reprise des cours dans les établissements scolaires du Mbamekime ont porté sur la sensibilisation au respect des mesures barrières au coronavirus. Comment se déroule cette reprise des cours dans la ville de Douala? Après une visite de quelques établissements scolaires publics et privés, le gouverneur Samuel Dieudonné Iva Adibois a constaté quelques irrégularités et a interpellé les différents chefs d'établissement. Reportage Jean-Paul Chouniat. Le jour tant attendu est arrivé, le jour dit de la reprise des classes pour le compte du 3e trimestre qui a été perturbé par la pandémie du coronavirus. À Douala, jusque-là reconnu deuxième foyer de propagation de la maladie mortelle, dans un contexte de contamination à la hausse du nombre de personnes testées positives. Les élèves du primaire et du secondaire ont bel et bien répondu présent à l'appel du 1er juin 2020, comme ici, à l'école publique Petit Jos, avec une quarantaine d'enfants du cours moyen 2 attendus. Nous avons retrouvé nos élèves en forme ce matin. Ils étaient attendus une quarantaine, ils sont déjà plus d'une trentaine, donc plus de la moitié est là. Et on a pris des dispositions telles que vous connaissez, on a un seau pour se laver les mains, on a du savon, les enfants sont venus tous avec les masques comme vous venez de voir. Préalable des préalables, un rappel mémoire aux gamins sur quelques règles d'hygiène à respecter et le mode d'utilisation du cache-nez. First, we must protect ourselves in order to protect others. So as I can see, most of you that have come, you have brought your hand sanitizer and everybody is having a face mask. This face mask you are seeing like this, you don't have to remove it from your face. Are we together? De l'école Petit Jos à Bonanjo, cap sur Stevin International, un établissement privé où nous tombons sur le gouverneur Samuel Dieudonné Iva Adibois. Premier contact avec les élèves de la section anglophone. Le boss de la région du littoral joue l'enseignant l'instant d'une visite pour s'assurer que gel désinfectant, lavage des mains et autres mesures barrières sont respectées à la lettre. Pour la promotrice de cet établissement scolaire, rien n'est à prendre à la légère. Nous avons désinfecté toutes les salles de classe. Et ce matin, dès 7 h, une équipe de Stevin International Complexe était mise en place pour s'assurer du respect des mesures barrières. Satisfait de ce qu'il a vu et entendu, le gouverneur du littoral débarque au lycée technique de Douala-Koumassi. Les civilités d'usage ici renseignent à suffire sur sa visite en ces lieux. Au-delà du dispositif contraignant de lavage de mains suivi à la loupe depuis la guérite, Samuel Dieudonné Iva Adibois fonce vers quelques salles de classe pour un petit échange au pied levé avec les élèves sur les symptômes du coronavirus. Bien que présents en salle, tous ont bravé la panique Covid-19. Nous étions forcément obligés de venir à l'école, malgré la situation sanitaire. Ce qui nous préoccupe plus, c'est notre examen. Bon, j'avais peur parce que peut-être par rapport à la maladie, mais en arrivant, j'ai vu qu'on a pris de bonnes dispositions pour que nous soyons dans un bon cadre. Pour Madame le proviseur du lycée technique de Koumassi, tout a été minutieusement mis en ordre pour accueillir les 787 élèves de terminale repartis dans 59 salles. Distanciation sociale oblige, tel recommandé par le ministère des enseignements secondaires. Chaque matin, avant de nous asseoir pour écrire quoi que ce soit, nous devons parler de cette maladie, de sa prévention et des mesures barrières éditées par le gouvernement. Durant de bonnes heures, le gouverneur du littoral et tout son état-major font le tour de plusieurs établissements scolaires et universitaires de presque tout le département du Vouri.
Loin des craintes animant la plupart des parents d'élèves, toutes les conditions ont été réunies pour tenir le coronavirus à bonne distance des enceintes scolaires désinfectées. Le principal challenge étant désormais de veiller au quotidien sur le respect de toutes les mesures barrières du premier au dernier jour de classe de l'année scolaire 2019-2020. En pleine rentrée du troisième trimestre, la situation sanitaire ne cesse de se détériorer. Ce jour, ce 2 juin 2020, 188 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés, ce qui porte au total au nombre de 6 585 cas positifs de coronavirus au Cameroun. 3 676 personnes ont déjà retrouvé la santé, soit 47 nouveaux patients ayant retrouvé la santé en 24 heures. Et un nouveau décès, signale le ministère de la Santé publique, ce qui porte à 200 le nombre de personnes décédées des suites de Covid-19 au Cameroun, le pays qui a déjà enregistré près de 6 585 cas de Covid-19. Et concernant le débat sur l'hydroxychloroquine, vous le savez, l'OMS a suspendu ses essais cliniques à la suite d'une étude publiée par la revue scientifique de Lancet. Et depuis ce matin, le professeur Didier Raoul, célèbre infectiologue français et spécialiste en microbiologie, il a dénoncé les limites de cette étude, discréditant ses travaux sur l'hydroxychloroquine dans une vidéo exclusive. Il se présente comme la star des maladies infectieuses et tacle sévèrement les auteurs de cette étude controversée publiée dans la revue scientifique de Lancet. Je vous propose d'écouter le professeur Didier Raoul. Par rapport au Lancet Gate. Ça dépasse bien le Lancet Gate. Lancet Gate, c'est un symptôme qui est tellement comique que finalement, on dirait les pieds nickelés font de la science. C'est pas raisonnable, quoi. Il y a quatre personnes qui n'ont rien à voir avec le champ, qui ont embarqué ce malheureux Suisse dont on ne sait pas ce qu'il fait dans cette affaire. Une fille qui apparaît comme étant une star érotique, si vous voulez, un type qui n'est pas compétent dans ce domaine-là, qui envoie un papier sans aucune donnée d'éthique, sans aucune donnée sur ses sources, sans aucune donnée pratique, dont on voit tout de suite que c'est faux. Moi, on m'a contacté au plus haut niveau le vendredi pour me demander ce que j'en pensais, parce que le ministère était en train de prendre une réaction extraordinairement rapide et en urgence, et j'aurais dit, écoutez, laissez-moi 2 jours que j'analyse le résultat, que j'analyse ça, que je regarde ça, parce que je ne me prononce pas sur un titre, je sais lire les articles, j'ai probablement lu ou revu plus d'articles qui étaient dans les comités éditoriaux les plus nombreux de ce pays et en maladies infectieuses au monde en général, donc je sais lire un article. Quand vous lisez cet article, vous voyez immédiatement que c'est un faux, c'est pas vrai, c'est-à-dire qu'il y a plus de morts dans cet article que dans les pays qui les ont déclarés. Vous voyez qu'il y a aucune donnée pratique, et puis surtout il y a une chose, encore une fois, que les gens oublient, et qui est une chose qui est très étrange, très intéressante, qui explique ça et la suite, c'est que les gens ne font plus la différence entre les données réelles et les données digitales de Big Data. Nous, quand les gens me posent la question de savoir si on était ému pour tout ça, j'ai jamais été ému, parce que tous les matins on regardait combien il y avait de gens dont on a fait le diagnostic, qui étaient là. Il est passé, on vient d'envoyer pour publication une série de 3800 personnes, on les a tous vus, nous. On a fait des électrocardiogrammes, nous. On a fait 7500, qui ont été vus par une équipe de cardiologues. On leur a fait les radios, nous, par une équipe de cardiologues. On a fait, nous, les radios par une équipe de radiologues. On a fait 2000 scanners, low-dose. Tout ça, c'est des vraies choses. C'est pas... Et donc, quand vous me dites, écoutez, voilà, dans tous les malades qui sont passés ici, vous savez, il devrait y avoir 10% de morts avec l'hydroxychloroquine, je ne sais pas de quoi on parle. Vous voyez, c'est qu'il y a une telle différence entre la réalité et un article qu'on est capable de faire avec un ordinateur sans avoir vu un seul malade, sur lequel la presse se jette, parce qu'ils savent pas lire ces articles scientifiques. Et on voit bien que l'infrastructure d'analyse des articles s'est dégradée, mais aussi bien dans le Lancet que dans le New England, qui a publié une autre étude aussi fantasque de la même équipe de pieds nickelés. Le British Medical Journal, qui fait enlever tous les tests significatifs en faveur de la chloroquine dans un article, et dans un autre article, fait par un méthodologiste célèbre, qui était aussi celui du Mediator, refuse d'analyser le fait que l'association hydroxychloroquine plus azithromycine est plus efficace que tous les autres traitements prévus. Donc il y a une espèce d'emballement dans lequel l'opinion devient plus importante que la réalité scientifique.
les méthodes servent à démontrer qu'on a raison, quelle que soit la situation, et à la fin, on oublie tout ça, c'est qu'il y a des vrais docteurs qui voient les malades, qui les analysent. Ici, pour faire ce travail sur 3700 personnes, il y a eu entre 250 et 300 médecins, pharmaciens, internes, étudiants en médecine. Il y a eu 100 médecins bénévoles qui sont venus nous aider à téléphoner aux gens qui étaient positifs parce qu'on a fait 150 000 tests pour 54 000 personnes ici. On avait 100 étudiants qui étaient là pour rentrer tout dans les bases de données et pour me faire croire qu'il y a 5 personnes dans un office qui arrivent à faire 20 fois plus que ce que nous on a fait avec plus de 250 personnes, je ne crois pas parce que je ne crois plus au conte de fées depuis très longtemps. Donc c'est juste. Après cette déclaration du professeur Didier Raoul, épidémiologiste français et spécialiste en microbiologie, qui démontait l'étude de Lancet concernant les dangers que représente l'hydroxychloroquine comme traitement de cette pandémie du coronavirus. Je vous le disais en titre, lundi soir, nous vous avons présenté le parcours de combattants à effectuer pour se rendre à Minkan, dans le premier arrondissement d'Ebolova. Ce mauvais état du réseau routier engendre la hausse des prix du transport et impacte négativement sur l'écoulement des produits agricoles. En plus de cet enclavement, les populations, elles, sont exaspérées de vivre dans l'obscurité, sans électricité continue, sans eau courante. Le difficile accès aux autres services sociaux de base aggrave la souffrance des populations résidant à Minkan. La municipalité, quant à elle, reconnaît qu'elle a des difficultés financières à améliorer le quotidien des populations. Au cœur de la forêt équatoriale, le Cameroun profond qui exprime sa détresse, l'appel au secours de ces populations, c'est dans ce grand reportage que signent Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. Au bout d'un parcours qui a duré 2 jours, c'est une fin de non-recevoir qui nous accueille à la chefferie de Minkan. Le maître des lieux et son épouse nourrissent une rage contre les médias, parmi lesquels Equinox, dont le seul péché est d'avoir relayé le récent incident entre le chef de Minkan et le préfet du département de l'Amvila. Est-ce que mon mari vous doit quelque chose à l'Equinox? Vous ne venez encore lui suivre jusqu'à vous dire il vous doit quoi? Mon mari vous doit quoi? Une attitude qui étonne les populations. C'est le temps qu'elles croient dur comme fer, une fois le vent de l'intimidation passé, que leur chef a simplement dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, à savoir qu'en lieu et place de quelques seaux et morceaux de savon, Minkan a plus besoin de routes et autres infrastructures sociales de base. La route de Yangon-Minkan, vraiment je vous assure, c'est terrible. Depuis midi que j'ai commencé, jusqu'à maintenant, je n'arrive même pas à arriver. Vous-même regardez l'état de la route, c'est fort. Si c'est possible, l'État nous ait pitié de nous. Situé à plus de 115 km du chef-lieu de la région du Sud, le village Minkan est l'un des plus enclavés de l'arrondissement d'Ebolova 1er, avec un réseau routier dont le mauvais état se passe de tout commentaire. Vous-même, vous voyez l'état de la route. Monsieur le maire nous avait dit qu'il avait envoyé les engins pour venir nous travailler la route. Mais vous-même, vous voyez la qualité de travail qu'ils ont fait. Mais jusqu'à présent, c'est pour ça que nous autres, nous demandons que nous vivons dans quel Cameroun? Bon, même le cache-nez que vous avez là, nous on n'a pas ça ici au village. Les promesses en viennent parfois chaque année, mais sans jamais être concrétisées. Comme vous avez vu là, ils ont commencé, peut-être ça ne va pas finir, peut-être ça va s'arrêter. Tout est toujours bien ici, mais qui ne finit jamais. Vous avez l'impression que vous avez été oublié, cette partie-ci? D'après vous, vous avez vu comment? Nous sommes dans une zone peut-être enclavée, mais à l'oubliette. C'est en raison de cet enclavement que peu de conducteurs s'aventurent sur la route qui va de Carrefour-Méoville à Minkan. Du coup, il faut délier les cordons de la bourse pour qui veut se déplacer d'un coin à l'autre. Pour se déplacer ici pour la ville, c'est 5 000 francs de moyen de transport. Par personne? Par personne. Les bagages sont à part. C'est pour ça que moi j'avais acheté une vieille moto comme ça. Pour que bon, si j'ai un cas qui me tracasse, je lui transporte avec ma moto. Je ne sais pas si c'est comme ça que nous allons vivre chaque jour, que ça sera éternellement. Pour porter les gens d'ici, comme je fonctionne d'ici, Meka à Ebolova, sur une distance de 30 km. Quand il pleut, pour moi, c'est une calvaire. Donc je souffre trop. On donne 7 000 francs par jour de contrôle. Et on n'arrive même pas à faire 2 tours dans la journée. Parce que la route est mauvaise. Quand il pleut, je dors toujours dans des bosquets. Minkan et les localités environnantes disposent pourtant d'un fort potentiel agricole. Mais l'élan des populations est freiné par les difficultés qu'elles éprouvent au quotidien pour écouler le fruit de leur dur labeur.
Là où la route passe, il y a développement. Tu ne peux pas avoir développement sans route. Tu peux bien te débrouiller à tout faire là. Tu as tes régimes de plantain, toi tu vas les consommer, tu vas les vendre où? Si peut-être vous ne passez pas comme vous êtes de passage là et achetez un régime de plantain, tu vas acheter. Tu sèmes, tu cultives, toi-même tu consommes. C'est comme le cache-nez. Tu le portes, tu respires et tu réavales ta respiration. C'est comme ça que nous vivons ici. La terre est fertile, bel et bien. On cultive plutôt le manioc, le plantain, le macabo, toute autre chose, les ignames comme ça là. Pour l'évacuation, c'est un peu difficile. Tu peux stocker ta marchandise là ici comme ça là, même les bâtons, même les plantains comme ça. Si on ne le fait pas transporter sur ma moto aussi, d'ici un coup, ou bien aller au réseau, téléphoner une voiture comme ça là, c'est vraiment difficile. Au mauvais état de la route s'ajoute l'absence d'électricité, des points d'eau fonctionnels et du réseau téléphonique. Dans la plupart des cas, il faut parcourir plusieurs kilomètres à la recherche du moindre signal pour espérer effectuer un appel. Des difficultés et bien d'autres dont l'exécutif municipal de Bolova Premier dit en avoir conscience. Vous allez voir que de gauche à droite, il y a soit un engin qui est en panne, soit les travaux qui sont faits en partie. Ça voudrait dire qu'il y a un travail qui se fait là-bas. Et régulièrement, le minimum de moyens qu'on nous transfère, je les mets sur cette route parce que là, c'est le point le plus difficile que nous avons en matière de route. Elle est constamment dégradée. Et vous savez qu'en matière de route en terre, il suffit, après un reprofilage, il suffit de 3 mois, 6 mois pour que la route se dégrade. Sur la route de Minkan, 67 millions ont été mobilisés cette année. Le maire estime qu'il est difficile de faire mieux devant l'insuffisance des moyens financiers. Vous voyez, le ministère des Travaux publics nous fait des transferts pour qu'on essaye d'aménager les routes. Mais ces transferts sont insuffisants. Mais c'est déjà quelque chose. Vous voyez, habituellement, on envoyait 27 millions. Cette année, on est allé à 65 millions. Habituellement, quand on envoyait de l'argent, bon, on divisait la route en deux, on fait ce qu'on peut faire. Mais cette année, nous partons de Meyouville pour Minkan. C'est plus long, malgré la modestie de l'enveloppe. Mais on fait avec. À Minkan, Messambe, Nyangon et autres Alam, les populations ont l'impression de vivre ailleurs qu'au Cameroun. Elles attendent toujours de prendre place à bord du train du développement. Pour l'instant, c'est le sous-développement qui frappe quotidiennement à leur porte, en attendant un jour de voir le bout du tunnel. Un grand reportage d'Emmanuel Diop et Marcelin Gansop dans le sud profond au Cameroun. Chanas Assurance SA qui fait le point de l'exercice 2019. L'entreprise se porte bien. Elle a fait savoir à ses responsables et autres actionnaires et indique qu'elle a présenté des résultats positifs et meilleurs que l'exercice précédent. L'entreprise qui est engluée dans les batailles juridiques en vue de se démarquer des usurpateurs n'entend rien lâcher. Des actions ont été menées en vue de mettre fin à l'imposture. Reportage. Le compte d'exploitation de Chanas Assurance SA est positif au terme de l'exercice 2019. Le fleuron de l'industrie de l'assurance au Cameroun, malgré les flèches reçues ça et là, tient bon et est en bonne voie pour reconquérir sa place de leader du marché des assurances au Cameroun. Je peux vous dire que la société se porte bien. Les résultats de l'exercice 2019 sont positifs et meilleurs. Et d'ailleurs, pour la première fois, le compte d'exploitation depuis 2014 est positif. Et nous sommes fiers, nous sommes contents des résultats. Mais vous savez, on doit continuer parce que nous pensons que le potentiel est là. L'objectif, c'est que nous reprenions la place qui était la nôtre. Chanas a été le leader du marché camerounais des assurances. Donc c'est ça notre objectif et nous y travaillons. Le staff administratif de Chanas Assurance SA, qui bénéficie de l'onction du ministère de tutelle, a pris tous les moyens juridiques nécessaires afin de mettre à nu des usurpateurs qui ont à plusieurs reprises intenté des actions en vue de prendre les rênes du conseil d'administration de la société d'assurance. Nous avons entrepris plusieurs actions. Les actions contre le faux, les actions frauduleuses. On va essayer d'élaguer, de balayer pour que définitivement on n'ait plus jamais
on va assainir. Le 29 avril 2020, la Cour suprême a rendu un arrêt qui mettait définitivement un terme à l'imbroglio juridique créé par des personnes se réclamant propriétaires de Chanas Assurance SA. C'était nécessaire que le juge d'exécution du contentieux se prononce. Les conseils de la société sont à pied d'œuvre pour un traitement efficient et définitif de cette situation. Pour l'heure, l'entreprise se porte bien et a tenu le 6 mai dernier son conseil d'administration. Avec la certification des comptes au 31 décembre 2019, Chanas Assurance SA s'est également lancé dans un vaste programme de projets innovants pour garantir un service amélioré et irréprochable à son aimable clientèle. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Professeur Maurice Kamto, dans une autre sortie, soupçonne le gouvernement de manœuvrer pour l'organisation d'une présidentielle anticipée. Le président du MRC croit savoir que durant une session parlementaire à venir, il y aura un projet de loi portant modification de la Constitution et l'organisation des élections anticipées. Rien n'est officiel, mais pour lui, les priorités doivent être la résolution de la crise anglophone, la révision du code électoral, gage des élections transparentes, crédibles et un système électoral plus consensuel afin de mettre un terme aux multiples crises que traverse le Cameroun, rappelant la crise post-électorale vécue en 2019. Il s'est dit prêt à aller jusqu'au sacrifice suprême afin de pouvoir influencer et mettre la pression sur le pouvoir de Yaoundé pour obtenir ce consensus autour de ces problématiques majeures de la vie nationale au Cameroun. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. L'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite. Equinox Soir.